aussi être questionné, mais le manque d'information des citoyens, le nombre de personnes qui sont arrivées en disant j'ai découvert tout un tas de choses sur ce que disait la loi, sur la question du régime du consentement présumé par exemple, ou sur la fin de vie. Pour moi, soins palliatifs, c'est le retour qu'on peut avoir des fois, c'était une expression très très vague. Je pensais que c'était uniquement des choses qu'on faisait à la toute fin de vie, mais finalement c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc on n'avait pas idée qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient déjà possibles par rapport aux questions qu'on se posait. Et on n'a pas non plus idée de la complexité des problèmes qui se posent. On voit, je parlais ce matin des problèmes de prélèvement sur la catégorie qu'on appelle Maastricht 3, suite à des décisions d'arrêt thérapeutique active. Ce sont des sujets qui ont été abordés en Bourgogne-Franche-Comté, essentiellement alors on l'a eu à 2 reprises, si je me souviens bien. La première fois, c'était avec le Conseil d'orientation d'espace de réflexion éthique et des professionnels de santé. Et on en a aussi parlé, mais brièvement, à Champagnole avec le grand public, parce qu'un médecin a mis la question sur la table. Et il y a eu un 3e débat, c'était celui avec les associations d'usagers et les professionnels de santé. Mais encore une fois, ce sont les professionnels de santé qui l'ont amené. Donc quand on questionne un petit peu, il y a cette volonté de valoriser le point de vue du grand public, le point de vue de la société civile dans le débat de bioéthique, voire la prise de décision, les choix de société, les choix politiques qui s'en suivent. Par contre, ces experts qu'on a parfois tendance à mettre un peu de côté, on voit quand même que sur des questions qui sont des questions quand même extrêmement techniques, qui soulèvent des enjeux qui sont aussi extrêmement complexes, on peut avoir tendance à recourir ou à se dire qu'on a besoin d'une forme d'expertise, de gens dont c'est le travail, qui ont le nez sur ces problématiques-là, qui les creusent en profondeur, et qui, du fait de ces savoirs-là, auraient, et c'est qui pose question justement, est-ce qu'on va interroger ce dont on va débattre maintenant, qui auraient peut-être un peu plus raison quand il s'agirait de faire ses choix. Alors, c'est cette question des tensions qu'il peut y avoir parfois entre ces savoirs profanes qu'on valorise et ces savoirs experts, entre guillemets, qu'on essaie de mettre un peu de côté des fois, mais qui reviennent quand même. Mais on voit bien quand même que sur un plan démocratique, on ne peut pas non plus rester dans une république des experts. C'est précisément ce qu'on voudrait discuter. Alors, on est très content cet après-midi d'accueillir, j'allais dire 3 experts, comme ça qu'on commence bien la table ronde, mais on a l'honneur de recevoir M. Didier Sicard, qui est donc président honoraire du Comité consultatif national d'éthique, M. Jean-Luc Bresson, qui est généticien, alors j'ai pas la liste de tout en tête quand même, mais qui est ancien chef de service de biologie de la reproduction au CHU de Besançon, ancien directeur des SECOS, local ou national, président ou directeur président de la Fédération des SECOS, et M. Daniel Burlot, qui est juriste, qui est particulièrement investi sur ces questions de bioéthique, et particulièrement sur cette notion d'expertise dans le champ de la bioéthique. Alors on se laisse, je vous rappelle que vous pouvez, alors on va essayer de se laisser un peu plus de temps pour prendre les questions par SMS. On a manqué un peu de temps ce matin, on va essayer d'inverser un peu la tendance cet après-midi, donc n'hésitez pas à intervenir. Cécile, s'il y a vraiment des questions qui arrivent pendant qu'on discute, tu nous les envoies, on va regarder un petit peu, et puis on se laisse un peu de temps de discussion. Mais avant ça, je vous propose qu'on ait un petit temps d'échange, donc justement avec nos intervenants, autour de cette question. Est-ce que les experts, alors que ce soit des scientifiques autour des questions médicales, ou les experts dans le champ, alors l'expression est à prendre aussi avec des pincettes, mais dans le champ de la bioéthique, à travers une forme qui peut venir des sciences humaines et sociales, mais de fréquentation ou de réflexion approfondie sur les questions éthiques qui sont soulevées par les progrès dans le champ de la santé, est-ce que ces experts-là ont-ils forcément plus raison que le grand public quand il s'agit de faire des choix politiques en matière de bioéthique ? On a cette question de départ, on va en débattre un petit peu maintenant. Juste avant de commencer, pour être clair sur ce dont on parle, quand on parle de la présence des experts dans le débat public ou de leur influence dans les choix politiques, on parle de quoi exactement ? Aujourd'hui, un expert, il intervient à quel niveau dans le débat public et quel poids réel il peut avoir auprès du politique ou dans les choix qu'ils ont faits ? Je vous laisse qui veut commencer. Une phrase très simple. Un expert en bioéthique, ça n'existe pas. C'est même un oxymore. Parce que, au fond, on peut avoir un expert en géologie, en géographie, en médecine, en génétique, mais avoir le sentiment qu'on domine le sujet, serait supposer qu'il y a une rationalité en bioéthique qui n'existe pas, et que la bioéthique, c'est perpétuellement un conflit de valeurs.
Donc s'il y avait un expert en conflit de valeurs, moi je voudrais bien le découvrir. La seule chose où quelqu'un qui a travaillé dans ce domaine, quelles que soient ses responsabilités, c'est peut-être d'avoir une charrue avec laquelle il va défricher, il va essayer de creuser pour faire surgir des questions qui habituellement ne sont pas visibles ou sont monopolisées justement par les experts. Au fond, s'il y a quelqu'un qui peut s'approprier une certaine responsabilité dans le domaine de la bioéthique, c'est celui de créer des malaises, des embarras. Il est celui qui est la mouche du coche. Il est à l'opposé, enfin, il peut être un homme ou une femme, comme chacun d'entre nous, pétri de convictions par sa vie personnelle, son entourage, le pays dans lequel il habite, ses convictions religieuses ou non religieuses, mais au fond, peut-être que c'est celui qui est le plus méfiant par rapport à lui-même, par rapport à son expérience, qui est le plus utile et qui est capable, et c'est peut-être utopique, mais au mieux, d'accueillir la parole, sinon profane, mais on pourra en discuter, car dans ce domaine, j'ai effectivement une expérience personnelle dont je pourrais vous parler après, c'est-à-dire d'accueillir une parole qui va chambouler, qui va mettre en question ses propres valeurs. Et c'est pas pour ça qu'il est une girouette, il n'est pas nulle part. Mais il est obsédé plus par les questions que par les réponses. Je crois que s'il y a... et c'est pour ça que le mot expert n'est pas adapté dans la mesure où il donnerait le sentiment qu'il y a un tissu, un corpus de connaissances qui le mettrait au-dessus des citoyens, pour lequel il aurait une légitimité à trouver que telle attitude en fin de vie, en début de vie, est porteuse d'un meilleur qu'un autre citoyen. Au fond, il n'y a pas de légitimité dans le jugement. Il y a une légitimité dans l'organisation du jugement. Et dans ce domaine, peut-être, au fond, ce serait plutôt un expert en communication qu'un expert en dogmatique. Moi, le terme d'expert, je ne l'entends pas dans le sens expert en bioéthique, je ne le suis pas du tout. Je me voyais comme expert technique dans l'histoire, c'est-à-dire que, effectivement, je suis un biologiste au départ et j'étais embarqué pour des raisons de ma vie dans toute une série d'aventures de la médecine de la fin du XXe siècle, enfin du dernier tiers du XXe siècle, qui était le diagnostic prénatal, qui était la mise en place de ce qu'on appelait alors les banques de sperme, etc. etc. Et donc, effectivement, c'est dans ce sens-là que je peux me présenter comme un expert dans un débat sur la bioéthique et sur la préparation éventuellement de la révision de la loi de bioéthique. Tu m'as présenté tout à l'heure comme un ancien président de la Fédération des Écosses. Effectivement, j'ai été président de la Fédération des Écosses de 2003 à 2009, donc sur la première révision de la loi et au début de la préparation de la deuxième. Ça n'a pas une grande importance, simplement, je voudrais dire que de temps en temps, on voit les Écosses qui ont porté toute cette histoire du don de gamètes en France depuis les années 74 comme une sorte de chapelle. On a utilisé un autre mot tout à l'heure, je ne vais pas le répéter ici. Et il y avait dans ce travail, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des gens qui ont mis en place une activité très controversée. En 1974, je vous rappelle, c'était Simone Veil, la loi sur l'interruption de grossesse, et Simone Veil qui, par ailleurs, donnait son aval à ce projet de banque, même si au départ, elles n'étaient pas installées directement dans les hôpitaux, mais dans des structures voisines, dans des associations. Simplement, cette activité, elle s'est construite pendant 20 ans avant que la loi n'intervienne, et elle a été pensée pendant 20 ans par les gens qui la mettaient en place avec des commissions d'éthique. Elle existe toujours, la commission d'éthique de la Fédération, des commissions scientifiques, des commissions techniques, des commissions de psychologues, etc., etc. Et il y a toujours eu un débat extrêmement important sur, effectivement,
les possibilités ou pas de faire ou de ne pas faire, avec des crises très fortes. Il y a eu des crises, à un moment donné, je me souviens, mais ça divisait très 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 fort les centres sur la prise en charge des patients infectés par le VIH. À l'époque, on ne parlait pas d'infection par le VIH, on parlait de sida. Et c'était d'ailleurs une sanction quasiment évidente. Et donc, il y avait un débat énorme sur la possibilité ou pas de prendre en charge les couples dont le conjoint était infecté. Il y a eu ensuite un débat au moins aussi, je dirais presque violent, c'était pas notre cas, mais tendu, autour de la prise en charge des couples dont l'un des membres était un transsexuel. Et ça a été fait, ça se fait, il faut le savoir quand même. Et tout ça pour dire que le débat et la discussion et l'évolution des pratiques, c'est toujours fait qu'il y ait ou pas la loi. Et c'est en ce sens-là que les experts, s'ils ont effectivement fait tout ce travail, peuvent aussi quelquefois donner un avis, si possible, compétent. Merci. Je peux me permettre de revenir peut-être sur la première table ronde, de faire le pont, parce que j'avais une interrogation qui me semble intéressante sur l'action de la démocratie. Et j'étais très frappé, moi je fais beaucoup donc de analyses internationales, de droit comparé, et j'étais très surpris de voir qu'en France, quand on prend les décalages énormes, parce que c'est pas un décalage, comment dire, marginal, c'est vraiment énorme, entre les enquêtes d'opinion sur des questions sensibles de manière bioéthique et ce qui sort du rapport dans des états généraux de la bioéthique, c'est très frappant et je n'ai pas d'explication, je ne suis pas un expert en sciences sociales, je suis un juriste. Et en fait, vous voyez par exemple sur la question de la fin de vie, il y avait dans tous les sondages d'opinion, que ce soit fait par des journaux comme La Croix ou les associations comme des droits de l'humanité ou d'autres associations ou d'autres demandeurs, il y a 90% des Français qui se disent favorables donc à l'euthanasie active. Et dans ce qu'on voit dans les états généraux de la bioéthique, c'est 87% qui sont contre. Bon, c'est des cas. Bon, la seule explication, mais je ne sais pas si c'est une explication ou si c'est en fait une manière de sortir politiquement ce qu'avait dit le président du Comité national consultatif d'éthique, c'est de dire que en fait, les états généraux ont été un peu court-circuités ou monopolisés par des associations militantes. Alors à ce moment-là, c'est pose un problème vraiment grave du point de vue démocratique. Est-ce que finalement les états généraux était censé donner la parole à l'homme ordinaire, a donné la parole à l'homme réactionnaire, et s'est fait l'écho, donc une caisse de résonance des positions qui ne correspondent pas à ce que l'opinion publique française pense. Ou soit il y a un problème en fait dans les sondages d'opinion, soit il y a un problème dans la manière dans laquelle on organise ce type de débat qui est censé faire émerger une parole collective. Vous voyez. Donc, ouais, ceci dit, je pense que c'est le paradoxe entre ce qu'on voit émerger des états généraux et le fait qu'on ne pourra pas suivre ce que disent les états généraux en matière par exemple, de fin de vie ou en matière de PMA. 60% des Français sont favorables à la PMA ouverte à toutes les femmes et aux couples de femmes, et alors que 87% de personnes qui ont participé aux états généraux sont contre. Bon, le comité d'éthique a dit que c'était plutôt favorable, le Conseil d'État également, le défenseur des droits, donc je pense que le président Macron, s'il fait un projet de loi, va suivre plutôt le Conseil d'État, le défenseur des droits et le comité d'éthique contre le 87% des gens qui étaient contre au sein des États généraux, mais 60% de Français favorables dans tous les opinions de sondage d'opinion générale. Donc vous voyez, en fait, la question que je me pose, est-ce que finalement, on n'a pas eu un risque de faire de ces états généraux la caisse de résonance de gens qui ne représentent pas finalement la pensée du français moyen. Concernant l'expert également, moi j'avais fait, je pense que vous m'avez invité parce que j'ai fait un ouvrage qui s'appelle Bioéthique, où j'avais fait une analyse de la réforme de 2011. Et en fait, bon, je ferai peut-être la même chose si Dallos, qui est mon éditeur, me propose de faire une nouvelle édition de mon ouvrage Bioéthique. C'était en fait pour montrer en matière des sciences humaines le type d'expertise propre à la France. Si vous voyez par exemple dans des pays où je peux faire le même type de travail, aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Argentine, au Brésil, donc quand on fait appel à un expert en sciences humaines, on pose des questions très concrètes.
les législateurs de ces pays ou les juges de ces pays vont demander eh bien, combien, par exemple, des femmes font une pratique des mères porteuses, ou combien des femmes se soumettent à une pratique d'assistance médicale à la procréation en tant que femmes seules, en tant que couple hétérosexuel, combien d'enfants sont nés, quel type de problèmes ces enfants rencontrent donc, du point de vue de la scolarisation. Vous voyez, c'est vraiment des chiffres extrêmement techniques, et ce sont vraiment des recherches qui concernent donc un type d'approche qui est montre-nous en quoi une avancée scientifique modifie la société concrètement. On la demande vraiment très concrète. Donc il y a l'expert en sciences humaines, alors qu'en France, on a un type d'expertise qui est assez inédite, enfin je veux dire assez extravagante, mais qui est propre à la France, c'est l'expert en humanité. Ce que Dominique Mémy appelait les magistères. Peut-être effectivement parce que dans d'autres pays, donc il y a des experts où sont ouvertement, où il y a des forces politiques qui sont ouvertement religieuses ou qui se réclament d'un point de vue moral. Mais c'est très frappant de voir dans les enquêtes, par exemple dans l'étude que j'ai pu faire en 2011, de voir par exemple comment on invoquait des questions qui sont complètement impossibles à constater. Enfin, si vous parlez de l'intégrité psychique de l'individu, si vous parlez de l'ordre symbolique, enfin, en quoi un expert en sciences humaines pourrait évaluer la dégradation de l'ordre symbolique de la société du fait qu'on ouvre le mariage aux couples de même sexe ou du fait qu'on permet à une société d'avoir un suicide assisté, vous voyez. Donc c'est tellement abstrait, c'est une expertise qui est tellement de l'ordre presque de la métaphysique, qui est très difficile de pouvoir voir comment s'est instauré ce type d'expertise d'une part, ça peut-être on peut le voir, enfin, pour donner des réponses par rapport à la réalité française, et puis d'autre part, comment cette expertise est une expertise qui va court-circuiter finalement tout débat. Puisque s'il y a un expert qui vient vous dire que c'est impossible parce que c'est au nom de la civilisation, c'est au nom de l'intégrité de l'humain, c'est au nom de la manière dans laquelle nous faisons cohésion sociale, évidemment que personne est contre le fait que la société s'intègre. Et il est évident que personne pourrait être en faveur de la désintégration psychique d'un enfant. En revanche, il n'y a pas de données concrètes. Vous voyez, c'est ça qui me pose problème dans l'expertise et la force expertale à la française. Et je me demande finalement si, en sciences humaines, je ne dis pas du tout, c'est pas pareil en sciences dures, hein, c'est pas, je fais uniquement mes enquêtes en sciences humaines, je me demande s'il n'y a pas l'émergence de cette figure de l'expert en humanité qui viendrait en quelque sorte court-circuiter toute possibilité finalement d'une place de l'expertise comme une connaissance qui va éclairer une décision plutôt qu'un savoir du haut qui va forclore une décision. Monsieur Sicard, vous voulez répondre ? Je suis tout à fait d'accord avec votre deuxième partie sur la culture française qui a tendance à écarter les données factuelles et au fond à se méfier du réel pour partir dans une sorte de vision idéologique. Je suis tout à fait d'accord. En revanche, sur la première partie, vous disiez c'est un paradoxe. C'est pas un paradoxe. Simplement, l'expérience que j'ai eue avec Régis Aubry, il y a maintenant 6 ans, lorsque le président de la République m'avait demandé de faire un rapport sur la fin de vie en France, a priori une mission très difficile, voire impossible. Quand j'allais dans une ville avec la commission, j'arrivais, citoyens qui étaient prévenus par les journaux, et toute la journée, c'était généralement un samedi, comme aujourd'hui, et j'arrivais, je leur disais, écoutez, voilà la mission dont je suis chargé, mais moi, je n'ai pas d'opinion personnelle sur le sujet, je viens chercher votre opinion. Mais je ne m'intéresse pas tellement à, vous dites, j'aime ou j'aime pas, vous levez je suis pour ou je suis contre, je veux que vous travailliez comme nous travaillons. Et donc, entre 9h et midi, vous étiez 200, eh bien, il y avait 10 groupes de 20, avec nomination d'un médiateur et d'un quelqu'un qui l'après-midi viendrait restituer le groupe de parole. Alors les gens me disaient, enfin écoutez, donnez-nous les informations, la fin de vie c'est quoi? Je dis écoutez non, c'est à vous de définir votre champ sur lequel vous voulez travailler dans une réponse où vous votez. Mais c'est comme si vous étiez vous-même un petit comité que vous ne vous connaissez pas, le boucher, le postier, l'avocat, l'étudiant. Au bout d'un quart d'heure de surprise, les citoyens découvraient, et c'est très surprenant, la richesse du dialogue débarrassé des experts, entre guillemets. Ils étaient
entre confrontation entre les habitants d'une même ville, généralement, ils découvraient que la vérité infuse est la chose la plus difficile du monde à avoir, et ils découvraient l'écoute mutuelle. Et que s'il y avait quelqu'un qui disait « enfin, je sais très très bien, ma belle-mère, etc. », il était sinon écarté, mais il perdait sa capacité de dialogue et de dialectique. Et puis, à midi et demi, il partait déjeuner, et à 14h, il revenait, et nous, on était là, à les écouter. On ne disait absolument pas quel était notre sentiment, en aucune façon. On était à la disposition, s'ils voulaient savoir éventuellement un suicide assisté, quels étaient les médicaments utilisés, ou ils pouvaient venir nous chercher, nous demander des questions concrètes, très précises. Et ce paradoxe dont vous parliez, eh bien, il a disparu. C'est-à-dire que les 90% n'existaient plus. C'était une tension, toujours, entre 40 et 50%, mais c'était devenu extraordinairement difficile pour que les citoyens se sentent dépositaires, s'ils étaient parlementaires, d'avoir à juger. Ils découvraient, au fond, les contradictions eux-mêmes et étaient prêts d'ailleurs sinon à changer d'état d'esprit, mais à être pris dans une inquiétude, dans une sorte d'incertitude de la décision. Et donc, ce qui montrait, au fond, la vanité des sondages, qu'ils soient de la Croix, de l'Humanité, ou du Figaro, ou du Monde, qui, par téléphone, en 3 secondes, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, fait que les gens répondent dans leur émotion. Et là, le paradoxe vrai, c'est que l'émotion disparaît. Le travail, un savoir profane, n'a aucune raison d'être différent d'un savoir, disons, expert, bien que je récuse ce nom. Un savoir profane, ça se travaille. Et ça se travaille entre citoyens qui s'ignorent et dont ils ne savent même pas quelles sont leurs positions politiques, leurs positions religieuses. Et il y a une sorte d'euphorie à découvrir la créativité commune. Et c'est là où, effectivement, on s'aperçoit de la vanité dans ce domaine des sondages dits de bioéthique qui se réduisent à ma voisine, mon voisin, moi-même, mes amis, ma vie personnelle. Je voudrais éventuellement l'imposer aux autres. Voilà vos sentiments. Alors que justement, la bioéthique, c'est la contradiction permanente entre sa position personnelle, la position collective, mais c'est une position où peut-être la rencontre des citoyens durant cette journée, et je l'ai fait à 8 reprises, donc à chaque fois c'était pareil, c'était pas parce que c'était à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, j'aurais pu venir à Dijon, enfin je pouvais pas aller partout, avait une unité de la découverte de l'éthique de discussion par des savoirs profanes qui étaient à l'opposé des paroles singulières, j'aime ou j'aime pas. Et je trouvais que ce savoir profane, à ce moment-là, prend une importance absolument considérable parce qu'il devient un savoir expert. Question sur... enfin, je comprends cette manière donc, de concevoir la construction d'un savoir profane qui va permettre une sorte de consensus de l'incertitude. Enfin, c'est de votre expérience. Mais je n'ai pas l'impression que ça émerge dans les rapports de cet âge nord de la bioéthique. Et l'explication qu'a donnée les présidents du comité... Dans le rapport que nous avons donné, parce qu'ils ont été restitués entièrement, c'est-à-dire que les paroles ont été prises directement sur un ordinateur, donc dans les 200 pages du rapport, toutes les phrases importantes qui ont été dites par ces savoirs profanes ont été restituées. Alors l'explication du président, je le cite, la présence, donc il y a eu ça, il y a eu cette espèce d'absence de consensus, il dit dans le rapport, la présence d'un certain nombre de militants qui ont monopolisé les débats sur la procréation. Non, mais je parle, là il y a une confusion, c'est pas le même rapport. Je parle du rapport de 2012, quand le président de la République, François Hollande, m'a demandé de faire ce rapport sur la fin de vie, qui était uniquement sur ce sujet, où j'allais faire, ça n'a pas été du tout le cas pour les États généraux. Donc, et je peux dire simplement, à titre presque anecdotique, qu'à plusieurs reprises, des militants arrivaient et disaient alors c'est la réunion alors soit de la DMD ou Alliance Vita, c'est-à-dire des militants d'un côté ou de l'autre, et quand ils voyaient des citoyens qui étaient là pour discuter, ils partaient. Parce qu'ils avaient l'impression qu'ils n'allaient pas
ils allaient être rejetés, puisqu'il fallait travailler. Ils n'étaient pas distribués dans la salle à des points stratégiques, ils étaient là pour travailler, pour échanger. Et s'ils exprimaient des points de vue radicaux, ils étaient éjectés comme des noyaux de cerise par les citoyens. Oui, mais ça n'a rien à voir. J'ai une question qui me vient en écoutant un peu tout ce qui vient de se dire là. Monsieur Borrello, vous avez été assez clair dans votre propos sur l'idée que il faudrait peut-être en France revenir à une notion d'expertise qui soit vraiment une expertise, c'est-à-dire qui se matérialise dans des recherches factuelles, les études d'impact par rapport aux questions qu'on se pose, mais qui ne soit pas une forme d'expertise morale qui viendrait nous dire ce qui est bien et mal, ce qui serait humain ou pas humain. Et on rejoint peut-être à certains endroits la position de M. Sicard quand il présentait le rôle du CCNE, le rôle de cette expertise éthique, entre guillemets, comme étant presque une non-expertise, ou une contre-expertise, ou une anti-expertise. C'est-à-dire précisément de remettre en cause toutes les certitudes que peuvent nous apporter ces savoirs scientifiques et l'illusion de pouvoir moral qu'elles nous donnent dans ces choix-là. Moi, je voudrais juste vous faire réagir par rapport à ce qu'avait dit M. Bresson dans son intervention, à savoir que, de son point de vue de technicien, les gens qui sont un peu les mains dans le cambouis sur toutes ces questions techniques et complexes, que ce soit, et ça vaut aussi, je pense, pour des sujets comme sociétaux, pour la fin de vie. On voit que le fait d'être assez au clair sur ce que c'est qu'une sédation profonde et continue, les conditions dans lesquelles on la met en œuvre, la distinction avec une aide active à mourir ou l'assistance au suicide, c'est quand même des questions qui renvoient à une dimension assez technique. Monsieur Bresson, sauf si j'étais fort en vos propos, nous dit quand même, dans ce travail de l'expert, il y a une capacité à faire émerger des questionnements qu'on ne pourrait pas avoir dans la société civile et qui doivent quand même être prises en compte dans les décisions publiques. Ce qui pourrait éventuellement nous laisser penser que l'expert a quand même une forme de poids un peu plus important que ce qui pourrait émerger seulement dans une consultation autour d'un savoir profane, par exemple. Sauf si... Je caricature un peu. Et je voudrais avoir du coup aussi l'avis de M. Borrello et de M. Je ne voulais pas dire que l'expert avait forcément un poids plus important. Je voulais dire simplement qu'il devait, comme d'autres, être entendu. Et qu'il avait son propre rapport bien particulier au débat. Et là, je parlais d'une situation particulière parce que je parlais de la Fédération des sécos. Vous pouvez rappeler ce que c'est qu'un sécos, par contre, s'il vous plaît? Le sécos, c'est Centre d'études et de conservation des œufs des spermatozoïdes humains. C'est en fait ce qu'on appelait au départ les banques de sperme, qui ensuite se sont mis à gérer le don de gamètes dans son ensemble, l'accueil, enfin, la conservation et le don, entre guillemets, l'accueil d'embryons, etc., etc. Donc sont des structures qui fonctionnent dans les centres d'AMP de CHU et qui sont intégrés aux équipes de biologie de la reproduction des CHU. C'était les précurseurs, ce sont les équipes qui ont installé ça, puis ensuite se sont ajoutées les équipes de fécondation in vitro, etc., etc. Mais tout ça fonctionne ensemble. Mais la réflexion de départ était une réflexion des sécos. Et si j'en ai parlé, c'est pas pour dire qu'ils ont forcément raison ou qu'ils ont forcément tort, mais c'est pour dire qu'ils ont été obligés de se poser les questions pendant très longtemps, simplement parce que toutes ces structures dont on parle en ce moment, le CCNE, la bioéthique, le législateur, tout ça ne s'était pas occupé du tout de ces questions. Et qu'il fallait bien, effectivement, penser à l'organisation des choses. Alors, ce qui a été mis en place correspond aussi, on n'était pas en 2018, on était en 1974, 1980, 1990, à des époques d'une autre société française, d'une autre structuration de la société, d'une autre façon de voir les choses, mais ça n'enlève rien à tout ce qui a pu être pensé, justement, et s'ils ont une responsabilité particulière, c'est parce que finalement, ce qui a été construit, c'est à peu près à 90 ou 95% retrouvé dans la loi de bioéthique au départ en 1994. C'est la réglementation, l'organisation législative de l'AMP, c'est essentiellement ce qui a été mis en place avant. Donc, du coup, il y a une responsabilité particulière, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas maintenant les discuter, les revenir là-dessus, etc., etc. Mais effectivement, il y a quand même un point de vue particulier du technicien ou de l'expert dans ce domaine, c'est sûr. Et moi, je regarde les choses se faire actuellement de l'extérieur, un petit peu, enfin, sauf si je suis là aujourd'hui, et je regarde ce qui se passe, et je le regarde
avec cette compétence-là, et avec ce que je sais, il y a des experts juristes aussi qui sont là. On est souvent très surpris par les positions que prennent les juristes par rapport aux nôtres, par exemple. Mais quand je regarde l'architecture de la loi actuelle, c'est ce que je disais tout à l'heure à notre parlementaire, c'est que quand on regarde ce qui existe dans le droit actuel en matière de législation de l'AMP, c'est celle que je connais le mieux, c'est quelque chose en équilibre, si j'ose dire. Et je pense qu'actuellement, au point où on en est, on ne peut plus dire qu'on va prendre un point ou un autre point, parce que si on touche à un point ou à un autre point, on va toucher à l'ensemble. Il faut peut-être toucher à l'ensemble, mais c'est comme ça qu'il faut regarder. Est-ce qu'il faut revenir sur tout ce qui a été fait, tout ce qui est en place? Mais je pense que si on prend une seule disposition et qu'on ne statue que sur une disposition, eh bien, on va faire venir derrière tout un tas d'autres dispositions qui n'ont pas été discutées. Je vous donne un exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut débattre très longtemps, effectivement, au fond, de la possibilité d'accès à l'AMP par une femme seule. Mais par exemple, ce qu'il y a derrière immédiatement, comme il y en a plusieurs, mais prenez directement la première chose qui en découle, c'est que vous allez revenir aussi sur la possibilité ou pas d'insémination post-mortem. Puisque cette insémination, elle valait pour un couple, cette question valait pour un couple, ça ne vaut plus pour une veuve seule, qui effectivement, à qui on ne va pas refuser la possibilité que l'on propose à sa voisine, seule, célibataire, d'avoir une insémination. Donc, immanquablement, vous allez revenir sur cette position. Et puis, sur tout se tient dans la loi actuelle. Donc, il faudrait regarder la loi dans son ensemble. J'en suis pas forcément le spécialiste, mais il faut bien regarder la loi dans son ensemble pour la faire bouger. Oui, mais justement, vous exprimez de façon très claire votre expérience, c'est-à-dire tout ce qui a enrichi votre regard depuis 20 ou 30 ans, cette expérience unique que personne n'a, votre présidence. Donc, la question rejoint à ce moment-là ce que disait Daniel Borio, c'est-à-dire qu'au fond, les données concrètes sont très importantes, car c'est des données en même temps, des données médicales qui peuvent aussi approcher des données de sciences humaines. En revanche, vous ne pouvez pas vous approprier, comme moi je ne peux pas m'approprier sur la fin de vie quelque position que ce soit, parce que ce que moi j'aurais appris, c'est que ce sont des personnes quelquefois isolées, inconnues, vulnérables, qui m'auront appris beaucoup plus sur la bioéthique que le savoir dit expert. Au fond, le savoir dit expert, il est essentiel à la discussion, mais en aucune façon il ne se place dans le registre du jugement de valeur. Et donc vous l'exprimez très clairement tous les deux. Je pense que l'expert peut parfaitement éclairer la situation, comment cette situation s'est constituée, c'est-à-dire par exemple 40 ans d'histoire, peut aussi éventuellement pointer du doigt un certain nombre de choses qui peuvent intervenir si on fait ci ou si on fait ça. Et effectivement, il n'est pas pour autant il n'a pas la raison. Je suis tout à fait d'accord. J'ai quelques questions à vous reposer, mais je crois qu'on a une question dans la salle déjà. Hop, madame, allez-y, autant qu'on en profite. Oui, je voudrais intervenir. Le rôle des experts est très important. Ici, il y a un juriste, il y a un biologiste, un médecin. Il me semble qu'il manque, c'est comme ça, quelqu'un de la philosophie, un anthropologue, qui me paraîtrait avoir une réflexion peut-être plus générale. Je parle notamment de la fin de vie. Monsieur Sicard, vous dites bien sûr que dans les réunions que vous avez menées avec d'autres personnes, globalement, il y a un peu un consensus qui serait beaucoup plus grand que ce que dit monsieur Bourdieu. La question, c'est que, effectivement, lorsque on discute de ça, je pense que c'est le rapport à la mort
qui est évoqué. Et le rapport à la mort, c'est pas facile. C'est pas facile. Et d'ailleurs, on voit bien, en ce qui concerne les directives anticipées, il y a très peu de publicité, très peu de choses qui sont faites pour cela. Or, j'ai dire les directives anticipées, c'est pas simplement les faire quand on a 50 ans ou 70 ou un peu plus, mais c'est le faire quand on est jeune. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un accident et c'est important de savoir comment je veux vivre ma fin de vie. La fin de vie, pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre de, de l'intime et personnel. Et j'évoquerai ici la question de la dignité, de ma dignité. Je ne parle pas de la dignité des autres. Pour ça, j'ai rien à dire. Que des personnes veuillent aller jusqu'aux soins palliatifs, etc., ça, pour des raisons qui leur sont propres, moi, j'ai rien à dire. Je peux en discuter, je peux en parler, mais moi, de mon point de vue, je souhaite vraiment dire, à ce moment-là, ma dignité, c'est un moment d'indignité. Je veux que mes propres enfants puissent me parler et qu'ils puissent me reconnaître, que je puisse les reconnaître. Il y a certaines choses sur lesquelles je ne veux pas arriver à des soins palliatifs que je connais parce que j'ai accompagné des personnes qui me sont proches et qui font que je trouve dans les soins palliatifs, il y a quelque chose qui personnellement me gêne. Je ne dis pas que ça gêne les autres, mais qui me gêne parce qu'on accompagne et on accompagne aussi dans l'agonie. Alors on va me dire, bien sûr, les soins palliatifs ne sont pas réels dans tous les hôpitaux, etc., bien sûr, mais moi, je veux décider de ma propre mort. Et ça ne veut pas dire que lorsque je dis je suis favorable à l'euthanasie, je ne suis pas favorable à ce que les gens acceptent cela. Je dis c'est pour moi. Et les experts dans tout ça Les experts, je trouve que c'est un éclairage. Par rapport à ma conviction, j'ai regardé le côté religieux, j'ai regardé le côté bioéthique, j'ai regardé le côté juridique, etc. J'ai fait cette réflexion. Et je la fais avec d'autres personnes. Mais je veux que soit prise en compte, moi, ma notion de dignité et d'indignité. Ce que, me semble-t-il, dans tous les rapports, on récuse. Merci de votre témoignage, en quelque sorte, votre parole. Et ce qui m'a fait penser, j'avais fait une enquête sur, c'est pas directement par rapport à l'euthanasie, mais pour aller voir, c'est effectivement ça a à voir, sur la question de comment on est passé dans l'expertise en matière de procréation. Je suis parti d'un discours qui fait Badinter, en 85 devant le Conseil de l'Europe, quand les questions se posent sur les moyens de procréation et comment le droit doit agir par rapport à tous ces moyens de procréation, que ce soit l'assistance médicale à la procréation, la congélation de gamètes, la possibilité de la procréation post-mortem, etc. Et donc Badinter est très intéressant parce qu'en fait ça coïncidait à peu près avec aussi la majorité des juristes, aussi bien conservateurs que libéraux, pour dire que c'est une question de la vie privée. Enfin, l'État n'a pas à dire la manière dans laquelle vous faites des enfants. Il y a des gens qui le font de manière naturelle, il y a des gens qui préfèrent passer par les techniques de procréation assistée pour des raisons qui ont à voir à des problèmes de stérilité ou pas, vous voyez. Donc en fait, et à un moment donné, il y a eu entre 85 et 94 une expertise qui a fait passer ces questions de procréation d'une question de la privacy, de la vie privée, à une question presque d'ordre public, où effectivement l'expert s'est senti autorisé à parler non pas de vous, mais de l'humanité, de l'ensemble, à dire ce n'est pas bien, et non pas pour des raisons morales, de faire de l'assistance médicale à la procréation une technique qui permettrait à une personne de choisir entre l'assistance médicale à la procréation ou les moyens naturels de procréer, ce qu'on appelle donc la filiation charnelle en droit,
mais effectivement quelque chose qui dépasse l'individu et qui relève en fait d'un enjeu public, sociétal. Et donc évidemment, votre parole ne compte plus à ce moment-là, parce que peu importe ce que vous pensez, s'il s'agit d'une question publique, s'il s'agit d'une question qui n'est pas de l'ordre de la vie privée. Et là, il y a eu beaucoup d'expertise en matière de procréation, et je pense qu'on voit se reproduire cette type d'expertise en matière également de fin de vie, puisque dans d'autres traditions, je pense à la tradition anglo-saxonne, on va dire, mais évidemment, c'est une question de la vie privée, c'est la privacy. Enfin, vous savez tout à fait votre droit, personne ne va vous dire ce qui est digne ou pas digne pour vous. En revanche, il y a des experts en dignité humaine en France, autoproclamés, qui parlent de la dignité humaine. Bon, vraiment, enfin, je ne sais pas, parce qu'il y a des sociologues, enfin, des philosophes, qui savent mieux que vous ce qui est bien pour vous. Vous voulez réagir? Oui, mais je comprends tout à fait hein, votre sentiment qui est partagé par des milliers, voire des millions de personnes. Il y a une phrase vous avez dit à un moment donné, moi, les gens font ce qu'ils veulent, moi je n'ai pas apporté de jugement sur l'autre. Et c'est là où peut-être il y a peut-être une réserve. C'est-à-dire que on croit que nous sommes parfaitement autonomes. Il y a une fiction de notre autonomie. Nous sommes hétéronomes à la médecine, hétéronomes à l'État, hétéronomes à la famille, hétéronomes à l'emploi. Nous sommes tous reliés. Et donc l'idée qu'on est dépositaire absolu d'une sorte de légitimité d'un droit doit aussi poser question, car par rapport à sa propre famille, où moi j'ai assisté à l'euthanasie en Belgique et j'ai été assez bouleversé par l'effroi des enfants. Parce que la mère disait, moi je ne veux pas imposer à mes enfants une fin de vie insupportable, indigne. Mais les petits-enfants, eux, la personne ne se posait pas de question de dignité ou pas. Il se posait la question de l'affection et de l'amour, et que ce qu'ils ont perçu comme une euthanasie était pour eux une violence dont je pense qu'ils n'oublieront pas forcément l'existence. Et il y a quelque chose qui fait que la philosophie, et vous avez raison de rappeler qu'il doit y avoir un philosophe qui est là, nous apprend que nous sommes, même si vous êtes philosophe, mais pardon, excusez-moi, je suis confus mais vous étiez plutôt dans le rôle d'animateur et non pas de philosophe. Donc c'est pour ça que oui. Donc je pense que c'est cette conception de l'existence où je comprends tellement ce que vous dites, et en même temps, je pense qu'il y a tout un effort à faire pour avoir le sentiment que l'autre, et quand vous dites les mots dignité sont des mots dont l'abstraction vous paraît très étrange, quand j'ai travaillé avec les infirmes moteurs cérébraux, vous savez, des êtres qui ont plus de forme, plus de parole, à leur demande, j'ai été les voir et ils m'ont dit, il y a une différence entre vous et nous, c'est que nous ne posons pas de questions sur votre dignité. Mais vous, pas vous, Didier Sicard, nous espérons, mais peut-être la société se pose, elle, une question sur notre indignité. Et dites-vous bien que nous sommes aussi heureux de vivre que vous. Autrement dit, en même temps, il faut savoir mettre à distance les concepts abstraits de dignité, mais ne pas les confisquer à soi-même. Il y a tout de même une part d'interrogation sur notre vie en commun. Mais je comprends, mais dire que votre légitimité de votre questionnement, elle est totale. Le problème, c'est que c'est le problème de la décision individuelle et collective, et comment une société doit être capable d'être attentive, dans certains cas, à les décisions individuelles, sans en faire une sorte de normalité individuelle qui remet en cause la dimension collective. C'est là où, au fond, c'est peut-être une aporie, c'est peut-être une impossibilité, mais on ne peut pas résoudre la question en disant « c'est mon droit ». Le droit à l'avortement, ça n'a rien à voir. ah, si, ça... Non, non.
Bien sûr. Alors, à témoigner on est sur la table ronde quand même ou parce que je veux bien donner la parole à tout le monde, mais si on s'éloigne trop. Bah, si ça dure 15 secondes, il n'y a pas de souci. Si... Eh bien, en 15 secondes, je peux vous dire qu'en supprimant des services... voilà. En 15 secondes, je peux vous dire qu'à force de supprimer les plannings familiaux, à force de supprimer les services de chirurgie où interviennent les IVG, on atteint le droit à l'avortement de façon très sournoise. Voilà. Bon, sur la question de la philosophie, je vois que ça revient, hein. Mais je vois que ça vient. On en a invité plusieurs, ils ne voulaient pas venir à Dijon comme ça un 3 novembre, où ils n'étaient pas disponibles. Bon, on n'a pas pu en avoir. Et puis moi, je travaille sur l'approche dialogique des décisions médicales complexes d'un point de vue éthique. Je ne suis pas certain que j'arriverai à répondre aux grands enjeux un peu métaphysiques qui sont soulevés là. Puis on pourrait retomber dans la critique de l'expertise que faisait Nel Borello, qui veut dire qu'on devient vite des experts en humanité. Moi, j'ai pas de réponse. Par contre, ça m'évoque quand même une chose. Vous dites, Monsieur Sicard, que le CCNE n'a pas vocation à justement dicter ce qui serait bien ou mal, et c'est des propos d'ailleurs qui ont été repris par l'actuel président du CCNE, Jean-François Delfrécy, au moment de commencer les États généraux, en disant le CCNE n'a pas vocation justement à édicter comme ça des normes morales. Par contre, c'est quand même ce qu'on attend souvent de vous. C'est quand même souvent ce qu'on attend des gens qui sont présentés comme experts, ce qu'on attend des anthropologues, ce qu'on attend aussi des philosophes. C'est une expérience qu'on régulièrement, nous d'ailleurs sur la formation des professionnels de santé, on nous amène des situations complexes, où on nous demande qu'est-ce qu'on fait dans cette situation. Vous feriez quoi ? Et on nous dit mais on n'en sait rien, c'est pas à nous de donner la réponse. Comment qu'est-ce que ça vous évoque, ça, le fait qu'on attribue quand même au Comité consultatif national d'éthique ou aux instances de façon générale de réflexion éthique une forme de savoir qu'elles n'ont pas et qu'elles ne sont pas censées avoir ? Moi, je crois qu'il y a un malentendu majeur. Malentendu comme si le CCNE avait une parole infuse de 40 personnes qui pouvaient, en fin de compte, trancher et permettre au droit, permettre à la politique d'être confortable et d'être débarrassé des malaises, débarrassé des embarras. Alors que la dignité du politique, c'est de savoir trancher dans l'embarras, en toute connaissance de cause, en sachant qu'à un moment donné, le politique, il doit être capable de faire des décisions, car on reproche au politique d'être dans l'attentisme ou de ne pas prendre de décision. Mais je pense que la séquence demandée au Comité national d'éthique consultatif d'avoir une sorte de tampon d'autorisation pour le politique de ne pas être accusé de partialité et d'avoir une politique éthique me paraît de l'ordre du malentendu. Et ce que je crains, c'est qu'à un moment donné, le Comité national d'éthique soit dans une situation de paralysie. Car ou bien il déplaît au prince, et à ce moment-là, il risque d'être changé dans ses composantes, ou il plaît au prince et il risque d'être accusé d'être, au fond, relativement dépendant du temps qui... Alors que je pense qu'un comité doit être capable d'apporter du matériau de pensée, non pas des jugements, mais du matériau de pensée, et à la limite, le mot dire « il est inéthique de », bon, c'est vrai qu'il y a des choses inéthiques, par exemple, moi je suis frappé de voir quelque chose qui est l'apparition de l'argent dans la médecine. Là, je trouve que là, il y a une réflexion éthique majeure dans la mesure où les décisions médicales sont de plus en plus prises sous l'empire de l'argent. Et là, on peut se dire que peut-être qu'il y aurait une réflexion en profondeur où on pourrait dire que l'éthique, l'argent et la médecine, la santé ne sont pas forcément bon ménage. Mais le travail du comité, c'est un travail de laboureur. C'est un travail de révéler les contradictions, de révéler la dialectique, de révéler et éventuellement peut-être de faire percevoir, parce qu'on n'arrivera jamais à avoir une dialectique totalement équilibrée, mais de montrer que quand le politique prendra cette décision, il va laisser, et c'est là très important ce que vous disiez tout à l'heure, M. Bresson, c'est-à-dire au fond toutes les conséquences, d'essayer d'être anticipatoire. Une société, elle a besoin non pas de réponses simplistes, elle a besoin
de savoir, et c'est là, au fond, vraiment, je trouve, l'orgueil, la dignité du politique, c'est d'être capable d'anticiper le futur, de savoir comment une loi peut avoir des conséquences pour les plus vulnérables, et non pas toujours pour les plus nantis, et d'être toujours, non pas obsédé par le progrès, par les avancées, par une sorte de discours glorieux d'un avenir radieux, mais d'être, au fond, inquiet. Et quand le doyen Carbonnier disait avant de faire une loi, ayez toujours l'angoisse de la portée d'une loi, je pense qu'un comité, il est là pour, en toute indépendance, et à la limite, il devrait être dégagé du temps des horloges politiques pour pouvoir, en toute liberté, sans être dans l'agressivité ou dans la complaisance, pouvoir réfléchir, car c'est peut-être, il faut bien qu'il y ait une instance libre et indépendante pour recueillir auprès des sociétés savantes, auprès des différents experts, auprès des citoyens qui travaillent, pour arriver à construire un argumentaire qui débouche sur une inquiétude, qui débouche sur, non pas une solution, mais un questionnement. Et à ce moment-là, je pense qu'un comité devient extrêmement utile. Ah oui, juste avant de repasser à ça, je résume un peu pour faire un petit peu le point. C'est vrai que vous rappelez bien comment le rôle du CCNE, justement, c'est d'être un peu une force de résistance. Et on rejoint ce qu'a dit Régis Aubry ce matin, une force de résistance un petit peu à la certitude, dans ce qu'elle peut avoir de plus dogmatique et de plus aveugle. Et on voit bien à travers vos interventions que vous essayez de définir justement la juste place de l'expert, qui est de pouvoir alimenter un débat et non pas de le court-circuiter. Donc je trouve que c'est une espèce de fil directeur dans chacune de vos interventions. On a cette remarque qui nous arrive là sur le mur de SMS, entre le je et le nous, il faut placer le curseur. Ce n'est pas de la compétence d'un expert, mais des citoyens politiques. Ça rejoint l'interrogation qu'on est en train d'avoir justement sur quelle est la place exacte de la société civile, des citoyens, des autres acteurs de bioéthique qui ne sont pas dits experts ou considérés comme des experts dans les choix qu'on doit faire. Alors, on a peut-être d'autres questions, je ne sais pas. Moi, j'ai envie de me faire un peu l'avocat du diable là. On a défini de façon un peu idéale quel était le rôle de chacun de tout ça. Mais si je me réfère par exemple à ce qu'on a pu entendre pendant les états généraux de la bioéthique, dans les débats qu'on a conduits en région, je vais caricaturer un petit peu, mais on pourra nuancer après. On voyait par exemple que sur les pratiques liées à la fin de vie, il y a des distinctions qui sont faites par des gens qui ont plus l'habitude, soit des professionnels de santé, soit les gens qui travaillent au niveau du Comité consultatif national éthique, qui ne sont pas faites par le grand public. Je reviens à nouveau sur cet exemple parce que je le trouve assez éclairant, en tout cas pour réfléchir. Quand on parle de sédation profonde et continue, si vous lisez les rapports du CCNE, si vous écoutez les professionnels de santé, il y a une distinction très claire qui est faite avec l'euthanasie. Si vous regardez un peu ce qu'on a pu entendre pendant les débats en région, vous voyez par exemple un débat avec le grand public à Clamecy, dans lequel on a quand même pointé une proximité assez dangereuse entre sédation profonde et continue jusqu'au décès et euthanasie. Avec cette idée qu'on était peut-être allé trop loin dans la loi de 2016 et qu'on avait franchi une limite qu'on ne peut pas franchir. Donc il y avait une frontière qui était gommée dans ce sens-là. Si vous écoutez les étudiants du débat à Dijon qui était consacré sur ces questions de fin de vie, ils vont vous dire mais puisqu'on a autorisé la sédation profonde et continue jusqu'au décès, arrêtons d'être hypocrites, allons sur l'aide active à mourir. Parce qu'en fait, on essaie juste de gagner du temps. Et donc, d'accord, on voit bien qu'il y a des distinctions qui sont faites, pratiques, opératoires, comme ça, dans les faits, dans les intentions aussi, mais finalement, l'issue, c'est la même. Et donc, il y a quand même une différence de perception. Alors, je ne veux pas revenir sur des questions épistémologiques sur ce qui est expert ou pas, mais on voit quand même qu'il y a d'un côté un groupe de personnes dans lesquelles on va plutôt mettre des experts qui vont vous dire « ce n'est pas la même chose ». Et de l'autre, une société civile qui va vous dire sédation profonde et continue jusqu'au décès, alors qu'on soit pour ou contre, après on n'aura pas la même position, mais qui vont vous dire cette distinction, elle ne nous semble finalement pas tellement opératoire que ça. Si on est, on peut la discuter du coup, mais si on part de cette observation-là, expert, société civile, comment on fait, comment on se dépatouille de cette ambivalence ou de cette différence de perception dans le problème, par exemple ?
d'un côté des experts qui vous disent une chose, de l'autre la société civile qui vous dit bah oui, votre point de vue il est intéressant, mais on n'a pas ce point de vue-là, nous. Et là, on n'est plus sur ce modèle de complémentarité qu'on pouvait forcément avoir ou qu'on essaie de défendre. Non, moi là, je parle après pas de fin de vie, évidemment, mais pour le début de la vie, l'expert, il va quand même donner un avis aussi très pratique sur la mobilisation éventuellement des moyens de la société pour répondre à telle ou telle demande. Que si vous dites j'ai droit à... ok, et l'expert il va répondre si on accède à ce droit pour X millions de personnes, ça représente telle et telle difficulté, etc., etc. Il y a aussi ça, sur le plan, dès qu'on mobilise des moyens de santé, il y a aussi l'aspect purement technique et économique. C'est pas toujours évident. Lorsque vous dites on peut congeler des ovocytes de tout le monde, ok, ça ne me choque pas la proposition. Il faut savoir que les plateformes de cryoconservation, ça coûte très cher. Je me suis battu entre 2007, prévision de déménagement du service dans le nouveau Jean Majot, à 2012, pour finalement avoir une plateforme, disons, bien équipée, qui puisse faire de la congélation de tissus ovariens, des choses qui peuvent durer très longtemps parce que on peut faire il faut être dans des situations de sécurité, de garantie, etc. au long terme. Ça coûte très cher. J'ai appris, après 6 ans de bagarre, si j'ose dire, avec l'administration, j'ai finalement appris 3 mois avant le déménagement que la plateforme allait être financée, installée. Mais jusque-là, c'était l'incertitude totale parce que c'était très cher. Maintenant, vous dites on va doubler, tripler, quadrupler les besoins de cryoconservation. Il faut aussi que ça soit pensé et il faut aussi des avis d'experts à ce niveau-là. C'est purement technique, ça, mais ça intervient également dans ce qu'il faut considérer. Là, on est vraiment en technique pure, je suis bien d'accord. Mais il y a d'autres aspects aussi où simplement, même sur le plan des principes, l'expert peut avoir un avis à donner sans pour autant qu'il ait forcément raison, mais c'est un avis. Et je pense qu'il faut faire la différence entre 2 types d'expertise. Il y a une expertise qui est d'accompagnement à la prise de décision et une expertise qui est une expertise des prescriptions. Par exemple, sur la fin des vies, moi, je ne le savais pas et j'ai demandé aux experts médecins. Et les gens peut-être ne le savent pas dans les débats et tout ça. Ça, c'est l'expertise d'accompagnement qui est clair, le débat. Je ne savais pas que dans la sédation profonde, puisqu'on a décidé en France qu'il n'y aurait pas d'autre loi que la sédation profonde, la loi de Leonetti Claes de 2016, et on doit attendre voir donc si la loi marche ou pas. Mais moi, je ne savais pas, par exemple, qu'on pouvait être pendant 2 semaines en sédation profonde et avoir des douleurs. Parce que moi, je demandais à des médecins, à Gustave Roussy, et dire, mais c'est pas possible, enfin, comment les gens souffrent encore en sédation profonde. Ils m'ont dit oui, ils m'ont expliqué la différence entre le fait qu'on ne pouvait pas anesthésier quelqu'un, qu'on ne pouvait pas l'induire un arrêt cardiaque. Alors moi, je pense, moi-même, je ne le savais pas, alors que je travaille sur la loi, et que j'ai fait donc une analyse de l'application de la loi, je ne savais pas ça, par exemple. Donc je ne savais pas que les gens pouvaient souffrir, pouvaient avoir des douleurs. Donc, bon, c'est le médecin qui m'a expliqué ça à Vichy, vous voyez. Donc là, je pense que là, l'expertise est très importante. C'est moi, je vais être accompagné dans ma décision. Évidemment, moi, je ne suis pas expert. J'aimerais savoir, dans une prise de décision individuelle, et de même dans une prise de décision collective, combien ça va coûter, en termes humains, en termes économiques, en termes matériels. Combien va m'écouter moi aussi, par rapport à ma famille, par rapport à mon entourage. Moi, peut-être, je ne veux pas, même en sédation profonde, souffrir pendant 2 semaines. Vous voyez, des choses comme ça, c'est ce que j'appelle l'expertise d'accompagnement. Et donc, peut-être, c'était une forme de bioéthique qui n'est pas une bioéthique de la prescription, mais une bioéthique, comme vous avez dit, qui est claire, qui mène, qui ne prescrit pas, qui ne va pas vous dire le bien ou le mal, mais simplement vous permettre de prendre une décision en toute connaissance des causes. Et moi, je ne suis pas capable de le savoir parce que je ne suis pas médecin, et pourtant je connais très bien la loi de 2016. Il est tout à fait normal que dans les différentes villes de France, le débat, à partir de la loi de 2016, partage les professionnels, les citoyens sur la sédation profonde et continue jusqu'au décès, car chaque médecin, la loi n'épuise en aucune façon les pratiques. La loi n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire à tel moment pour tel malade.
Et là, on retrouve le clivage entre des cultures médicales jusqu'au boutiste dans l'acharnement thérapeutique, ou des cultures peut-être plus radicales, et aucune loi ne donnera la conduite à tenir devant tel ou tel malade. En revanche, l'esprit de la loi, c'est qu'il y a des fins de vie insupportables. Et là, effectivement, quand on retrouve à Gustave Roussy l'expression « mais on peut souffrir », moi-même, j'ai été opéré il y a 1 an par les médicaments de la sédation profonde. J'ai dit à l'anesthésiste, vous vous arrêterez quand même à un moment pour que je me réveille. Mais c'est une anesthésie que j'ai trouvée tellement merveilleuse, tellement différente des barbituriques que je souhaiterais, lorsque je vais mourir, avoir ce médicament pour pouvoir m'endormir dans une quiétude remarquable. Le problème, c'est que l'aspect concret de la médecine et la loi sont aux antipodes. Et ce qu'on peut regretter, et c'est à mon avis la question majeure qui est perpétuellement écartée, c'est que la formation médicale en France exclut la réflexion sur la fin de vie de l'enseignement, qu'il n'y a pas d'appropriation par les médecins de la relation entre acharnement thérapeutique, performance thérapeutique, essai thérapeutique et respect de la demande du malade d'en finir. Et au fond, cette réflexion qui devrait être partagée par l'ensemble des étudiants en médecine ferait que notre pays serait plus apaisé dans ces discussions que, comme dans les autres pays européens, en Allemagne, l'étude à cette question, il la travaille, même si quelquefois il regrette de ne pas la travailler assez, mais il y a une véritable réflexion en profondeur par la médecine de ce que c'est qu'une agonie insupportable. Et donc, c'est pas la loi qui peut se transformer en conduite à tenir. Et donc les débats que vous pourrez avoir, on pourra les avoir dans toutes les villes de France, et entre les hôpitaux. Il n'y a pas 2 médecins qui... et le problème, ce que je disais initialement, c'est que, au fond, le danger peut-être majeur pour un médecin, c'est les convictions. C'est-à-dire un médecin qui est persuadé que ce qu'il va faire pour son malade est le meilleur en fonction de ses convictions personnelles. Et qu'on parle sans arrêt d'éthique, de conviction et de responsabilité. Et dans ce domaine, c'est d'être, au fond, un soignant doit être capable d'être attentif aux souhaits du malade et de pouvoir adapter les souhaits du malade et la loi. Et que je pense que la loi actuelle, elle ne pourra jamais être une loi parfaite, parce que même la loi belge, ils en sont à 30 projets de loi depuis 2000, c'est-à-dire depuis 18 ans, 30 modifications de la loi, parce que ça ne satisfait jamais, il faut étendre. Donc on ne pourra jamais faire qu'une loi résolve les infinis jeux, JE, de chacun. Donc en revanche, une loi, elle est faite pour que les professionnels et les malades puissent trouver un terrain où ils puissent se retrouver dans une sorte d'écoute mutuelle. Mais votre divorce entre les médecins et ce que vous voyez à Gustave Roussy, c'est très banal, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui existera toujours, quelle que soit la loi. Vous avez des fans. Est-ce que vous avez des... je vois que l'heure tourne. Est-ce que vous avez des questions déjà dans la salle? Ou par SMS? Hop, on en a une par là. Il me semble que dans la loi Leonetti, on parle de décision collégiale, justement, pour ne pas laisser porter au médecin tout le poids de la décision vis-à-vis de son patient. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi quelque chose d'important? La décision collégiale. Ça veut dire qu'on associe les infirmières, les aides-soignantes, toute l'équipe de soignants, de façon à ce que le médecin ne soit pas seul, justement, à prendre sur ses épaules une décision qui est grave. Mais peut-être que vous aurez d'autres réponses, mais la décision collégiale est aussi une question éthique elle-même, parce que on ne peut pas arriver à une sorte de discussion sans fin. Il y a un moment donné où il faut qu'il y ait quelqu'un qui assume la responsabilité. Le problème, c'est que cette responsabilité doit pouvoir être éclairée par le jugement des autres.
et que dans ce domaine, dans les décisions extrêmement importantes, que ce soit sur le début de la vie, devant un enfant porteur de malformation, devant une personne en fin de vie, et je pense que progressivement rentre, en tout cas dans les pratiques, dans la loi d'ailleurs, c'est une obligation de la décision collégiale. Donc on est tout de même dans un changement de société dans ce domaine beaucoup plus important qu'il y a quelques années. Ce que je peux regretter simplement, c'est que j'ai présidé le groupe à la Haute Autorité de Santé sur les directives anticipées pour leur donner un caractère extrêmement incitatif à n'importe quel âge. Et là, le ministère de la Santé, c'était du temps de Marisol Touraine, a écarté. Et tout le projet que nous avions fait à la Haute Autorité de Santé a été écarté comme faut pas faire peur aux citoyens, etc. Alors que manifestement, c'était arriver à ce que les Français puissent s'approprier sans aucun risque, puisque s'ils sont conscients, les directives anticipées ne seront pas consultées, mais les pouvoir les consulter s'il est dans un état de coma a priori prolongé, voire définitif. Il y a juste une évolution intéressante entre la loi de 2005 et 2016, puisqu'effectivement, maintenant, les directives anticipées sont opposables. Le médecin ne peut en aucun cas écarter une directive anticipée, ce qui était le cas pour la loi de 2005. Donc il y avait une marge de manœuvre beaucoup plus grande de médecins, en tant qu'expert, à l'occurrence, que dans la loi de 2016, où effectivement a dit clairement que c'est obligatoire pour le médecin de tenir compte de la directive anticipée. À propos de décision collégiale, en matière d'AMP par exemple, il y a une pratique organisée justement par la loi de pluridisciplinarité et d'obligation de discussion des dossiers en réunion pluridisciplinaire systématique, mais ce n'est pas pour autant qu'il est simple de prendre des décisions dans certaines situations où le problème n'est pas véritablement clairement médical. Et à ce sujet-là, j'ai vu dans le rapport du comité d'éthique quelque chose qui m'a un petit peu inquiété en tant qu'expert, justement. Et donc, sur une lecture d'expert, c'est le fait qu'on dise oui, pourquoi pas, en gros, l'ouverture de l'AMP aux femmes célibataires. Mais quand même, il faut bien reconnaître que il y aura quand même des cas difficiles, compliqués, etc., où il faudra faire évaluation, accompagnement psychologique, etc., etc. Et là aussi, alors on retombe sur des moyens, mais on retombe sur des possibilités de faire. Il n'est pas très facile, quand on intervient dans la vie des gens, de se donner, même en tant que médecin, puisqu'on parle toujours du pouvoir, de se donner le pouvoir d'accepter ou de refuser dans telle ou telle situation. Alors, quand c'est purement médical et qu'il y a, une impossibilité technique de faire, ça s'explique. Quand vous commencez à avoir des incertitudes sur la réalité du consentement d'une femme, dans telle ou telle situation de couple, sur ce qu'elle a compris de ce qu'on allait faire, même avec les interprètes, etc. Quand on se pose des questions sur telle ou telle situation sociale qui paraît extrêmement difficile, quelquefois on se retrouve bien seul, dans une collégialité médicale, dans une pluridisciplinarité médicale, mais avec rien autour pour pouvoir assurer. Il y avait dans la loi de départ en 1994 quelque chose qui disait les médecins pourront autant que de besoin recourir aux services sociaux, etc. Et on était très heureux à ce moment-là, on s'est dit chouette, la DRAS et tout, on va pouvoir dans certains cas. Et lorsque les premières fois on s'est tourné vers la DRAS en lui disant on ne pourrait pas avoir une information sur la situation sociale de ces personnes, etc. On s'est fait envoyer promener parce que la loi avait dit, mais nulle part on leur avait dit à eux qu'ils devaient s'en occuper. Et c'est vrai que quand on va à ce point dans la vie des gens, quelquefois, on connaît sa responsabilité. Je voulais poser une question à Jean-Luc Bresson. Dans l'hypothèse où la loi permettrait aux couples femmes homosexuelles et aux femmes seules d'accéder à une assistance à la procréation, les sécos ont, à mon sens, l'habitude, tout de même dans un couple hétérosexuel stérile, de trouver un donneur qui n'est pas trop éloigné du profil phénotypique
du receveur. En tout cas, de ne pas être dans une situation d'opposition majeure, c'est-à-dire, je ne sais pas, d'avoir une discordance. Et peut-être que je me trompe, mais je pourrais le poser. Et je me demandais comment, dans une situation des couples homosexuels ou des femmes seules, ce don, est-ce qu'il sera de l'ordre du hasard total ou une sorte d'adaptation au profil phénotypique? Mais peut-être que c'est une question indiscrète ou en tout cas difficile. Non, c'est pas indiscret, je ne pense pas. Simplement, ça n'aura plus tellement lieu d'être. Quel intérêt En fait, d'ailleurs, ça nous a été reproché, cette idée de rechercher, d'essayer d'utiliser les spermatozoïdes d'un monsieur qui phénotypiquement n'était pas trop éloigné du conjoint stérile. Ça peut être la même chose également pour un don d'ovocytes à une conjointe. C'est différent parce que le problème de maternité se pose différemment des problèmes de paternité. Cette démarche-là qu'on a effectivement choisi de faire depuis le début nous a été reprochée parce que ça participait d'une culture du secret, etc., etc. Et dans un contexte effectivement de remise en cause de la notion de matière de l'anonymat, on nous a aussi reproché de cultiver le secret, ce qui n'est pas vrai. C'est vrai que l'on a de tout temps essayé plutôt d'utiliser des spermatozoïdes d'un grand Suédois pour un monsieur qui est grand blond. Enfin, on ne va pas chercher les spermatozoïdes en Suède, mais je veux dire d'un phénotype du Nord pour un monsieur grand et blond, plutôt que d'attribuer les spermatozoïdes d'un monsieur qui arrive de Sicile, par exemple. C'était juste dans une notion de cohérence de couple. Et puis, vous savez très bien, c'était souvent... Au début de cette expérience sécosse, dans les années 70, 80, 85, on avait un contact important avec les couples qui avaient des enfants. Et combien de fois on venait nous dire, mais si vous saviez, ils sont étonnés de la ressemblance avec mon mari, le monsieur tout content, etc. Voilà, c'était ce type de choses qu'on avait en retour. Et à l'inverse, vous savez fort bien, moi j'ai fait cette blague à mes copains comme tout le monde l'a fait, quand vous avez un copain qui est brun et puis qu'il a un petit garçon de 4 ou 5 ans qui est blond, on dit à sa femme, t'es allé chercher où celui-là? Simplement, quand on sait que quand ce sont vos amis et que vous pouvez le dire, ça va, mais quand ça arrive chez un couple qui n'a pas dit qu'il avait eu recours à un don de gamètes et que cette blague stupide arrive, ça a une autre répercussion. Donc voilà, ça procédait de ce genre de réflexion et de ce genre de travail. Mais effectivement, je pense que ça n'aurait pas lieu d'être s'agissant d'un don de gamètes dans un couple de femmes ou bien chez une femme seule. Sauf à dire qu'à ce moment-là, il faudrait aussi accepter d'accéder à une demande particulière, ce qu'on n'a jamais fait. En France, on ne vient pas chercher des spermatozoïdes d'un monsieur qui est licencié en droit ou d'un monsieur qui est, je ne sais pas. C'est effectivement la structure qui assure la distribution et pas du tout sur les critères justement professionnels ou autres, sur quelques critères phénotypiques de taille, de couleur de peau, de couleur de cheveux, etc. Je me permets de vous couper. C'est extrêmement intéressant cette discussion et ça nous montre aussi à quel point l'avis des experts est important dans les questions qu'on a traitées en bioéthique. Juste, il ne nous reste plus énormément de temps. On a peut-être encore quelques questions. Régis ? Oui, non, j'ai l'impression que ici, c'est bon. Il y a une figure d'expertise dont on ne parle pas beaucoup là, dans ce débat, mais qui me semble émerger au fil du temps, et c'est lieu de mon point de vue en tout cas, c'est celui du malade lui-même. L'expert concernant une situation de nature éthique, il n'y a pas d'expert en éthique, c'est ce que disait Didier Sicard, mais il y a un spécialiste de soi-même qui est la personne et qui a une certaine expertise. Je pense que c'est un fait émergent depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, c'est que la figure du principal intéressé émerge dans un monde où finalement autrui décidait pour le principal intéressé. Néanmoins, la limite de l'expertise pour soi-même,
Elle est liée à soi-même malade, c'est-à-dire soi-même qui perd son rapport à son propre corps ou à sa propre identité. C'est-à-dire que, paradoxalement, pour être expert, il faut être aidé par autrui. Et finalement, je crois que l'expertise se trouve à la croisée des regards experts, souvent. Et je pense qu'il faut que nous fassions très très attention de ne pas oublier le principal intéressé, particulièrement lorsque le principal intéressé n'est plus en capacité, au moment où une décision doit se prendre, de l'exprimer, cette décision, d'où l'importance, à mon avis, du travail à poursuivre parce que c'est plus à chaque fois qu'on creuse un sujet, c'est toujours plus complexe, d'où la question, par exemple, de l'importance des directives anticipées et de la réflexion à poursuivre sur la place qu'elles pourraient avoir, ou la relativité de cette place, me semble-t-il. Je rebondis sur ce que vous dites, parce que ça a été théorisé par un sociologue, Daniel Defer, qui était les compagnons de Michel Foucault, et qui avait créé l'association AIDE, et qui avait donc théorisé cette idée du malade expert. Et je trouve que c'est très intéressant, parce que ça, c'est aussi un moyen de donner la parole directe à celui qui est directement concerné. Et je me souviens que dans une conférence, Daniel Defer avait dit aux gens, écoutez, vous savez, la seule question qui est valable dans tout ça, c'est qui décide à la fin. Qui décide à la fin? C'est vous ou c'est quelqu'un d'autre? Là, vous savez l'éthique la plus concrète. Si on vient vous dire, et ça, les malades sida, ça va très bien. C'était une population aussi, Michel Foucault, les plus grands philosophes peut-être de France à l'époque, Daniel Defer, un grand sociologue, une communauté touchée des gens qui avaient des moyens économiques, des moyens symboliques. Bon, vous voyez, donc, ils pouvaient quand même se poser face à face à un médecin, à une autorité, à un expert, et lui dire non, 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 c'est mon corps, c'est moi qui va vous dire ce que je veux faire de mon corps et de ma vie. Et ça, c'est très, très important, et je pense que ça a changé complètement, de ce point de vue, la gestion d'une épidémie. Jusqu'alors, on était dans une gestion très autoritaire de l'épidémie, et je pense que grâce au sida et grâce à l'expérience de AIDE ou ACTOP, je pense qu'il y a quelqu'un d'ACTOP qui va parler tout à l'heure, on a modifié cette idée d'une sorte de démocratie sanitaire, de démocratie épidémiologique, où ce n'est plus l'expert qui vient vous dire il faut enfermer tous ces gens qui sont touchés par la maladie. Non, 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 c'est ces gens qui vont dialoguer avec le ministre de la Santé, avec le médecin, avec les directeurs de l'hôpital, avec le président du comité d'éthique, etc., etc. Ça rejoint cette notion de savoir profane dont on discute justement. Monsieur Desglis, vous aviez une question? On vous a mis un micro, Monsieur Desglis. Oui, une intervention déjà une observation par rapport au mot malade. La loi de bioéthique, elle ne concerne pas que les malades, elle le concernait avant, mais là, actuellement, la difficulté, c'est qu'on change de paradigme, puisqu'on va se retrouver, notamment avec la PMA, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est le débat qui va polluer peut-être nos futurs débats, ça sera là-dessus. Et les gens qui sont actuellement demandeurs, ce ne sont pas des malades. Et donc, c'est là, je m'adresse maintenant au médecin, ou plutôt au biologiste qui est le professeur Bresson, puisque lui, il intervient dans ce domaine-là. On a aussi une catégorie, par exemple, de personnes qui n'est pas malade, mais pour lesquelles moi je suis magistrat. Et donc, ça fait quand même depuis 30 ans qu'on travaille sur les mêmes questions. Et actuellement, les débats qui nous préoccupent, nous, c'est par exemple, au niveau de la Cour de cassation, c'est pour la GPA, c'est les gens qui ont l'argent, qui vont obtenir la GPA aux États-Unis, qui reviennent en France et qui demandent à la loi, il n'y en a pas, mais qui demandent au juge de faire en sorte que les enfants qui viennent, qui sont en chair et en os, soient vraiment reconnus comme tels, avec les mêmes droits. Et nous, juges, on est confrontés à ces problèmes-là. Et on ne peut pas rendre une décision en fonction d'une loi, on prend une décision en fonction des textes, y compris européens, voire internationaux, qui s'appliquent. Et actuellement, le gros débat, c'est la Convention des droits de l'enfant, c'est droit aux origines. Et puis l'autre, c'est, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, je m'intéresse beaucoup à ce que disait le professeur Bresson. Je le connais depuis longtemps, depuis 30 ans. On a actuellement beaucoup de situations d'enfants qui sont devenus adultes et qui demandent à connaître leur donneur. Ce sont des gens qui sont en bonne santé et qui sont perturbés parce qu'ils ne connaissent pas leurs origines. Et donc, les débats que nous avons menés, et on est là pour ça, hein, pour évaluer un peu nos débats, on a beaucoup, nous, travaillé sur ça, sur qu'est-ce qu'on fait de l'anonymat, est-ce qu'on lève ou pas. Et moi, j'aimerais poser la question au professeur Bresson, je connais les idées, est-ce que les débats
depuis 6-8 mois, ont permis de faire évoluer sa conception sur ce domaine-là. Est-ce qu'on peut ou pas? Sachant que nous, juges, tôt ou tard, on sera obligé de dire, en fonction aussi de ce que la Cour européenne nous dira, de dire, eh ben, allons-y, on fera droit, loi ou pas loi. Vous me parlez de ma position. Est-ce que ma position a évolué depuis 8 mois? Non, mais est-ce que c'est sous l'effet des experts ou pas? C'est un peu le thème de la table ronde. Non, mais la question, c'est bon, on va peut-être lever la main, je pense même qu'on va le faire. Est-ce que ça sera mieux ou est-ce que ça sera moins bien? Et combien d'enfants, vous parlez de plus en plus de... Il y a quand même entre 60 et 70 000 personnes qui sont nées de dons de gamètes, effectivement, en France. Et effectivement, je parlais tout à l'heure, je disais que, en tout cas, tout au long de mon expérience ancienne de la fédération, il y a toujours des consultations difficiles, des situations difficiles. Et j'ai eu plus de situations difficiles avec des demandes de femmes jeunes, veuves, venant demander à utiliser les spermatozoïdes de leur mari, que de demandes d'identité de donneur, puisque vous savez très bien que, sauf s'il y en a eu dans les derniers mois, on n'en a jamais eu à Besançon. Donc c'est quand même pas une situation qui est si courante que ça. Bon, bien sûr, vous concentrez, donc il vous en arrive quand même quelques-uns, mais je pense pas que ça soit si fréquent. Alors maintenant, c'est pas le problème, il n'est pas là à mon avis. Parce que, après tout, ça se gérera, la levée de l'anonymat, ça se gérera, et puis c'est tout. Mais la vraie question, c'est combien d'enfants, enfin combien de personnes nées de dons savent qu'ils sont nés de dons. C'est vraiment ça. On n'en sait rien. On n'en sait rien et on n'a pas vraiment de moyen de le savoir. Actuellement, est-ce que vous pouvez me dire si 70% des enfants le savent, 50% alors, dans les dernières générations, les dernières années, peut-être qu'on arrive à peut-être 50 ou 60%, mais sur l'ensemble des enfants, des personnes nées de dons, il y a certainement une petite minorité de ces personnes qui savent qu'elles sont nées de dons. Et les personnes dont vous parlez, qui effectivement ont des difficultés avec ça, sont souvent d'ailleurs des personnes qui ont eu des révélations, qui ont appris cette situation dans des conditions plus ou moins difficiles, plus ou moins tardives, dans des situations de conflit de famille, de conflit de couple, etc. Sinon, là, on est en face de ce qu'on appelait autrefois les secrets de famille, effectivement. Et nous, en tant que biologistes de la reproduction, on n'a pas accès là. C'est vous qui avez instauré ça au départ, vous avez au départ cultivé le secret, etc. Alors c'est vrai, mais on était en 74. On était à une époque où on ne parlait pas de ces choses-là si simplement. Le don de gamètes en 74, c'était une transgression fantastique. Quand vous receviez un couple en 74, en tout cas à Besançon, on vous parlait une fois sur 3 au moins, ce qui n'arrive plus jamais maintenant, on vous parlait de l'avis du curé. Mon curé n'est pas d'accord avec nous, mais c'est notre problème et c'est pas le sien. Mais on en discutait régulièrement. Et vous savez, voilà. Donc à ce moment-là, le secret était encore plus... était plus demandé encore que par la suite. Et on nous demandait le secret, à tel point qu'on nous demandait de mettre en place des dispositions pour qu'il n'y ait pas de référence dans le dossier de sécu d'une utilisation, d'un recours à l'assimilation artificielle. Donc il y avait des pratiques comme ça qui étaient installées pour que l'hôpital s'y retrouve en termes de comptabilité de ses soins, et puis que, par contre, ça ne figure pas dans le dossier de sécurité sociale du patient. Ça a largement changé, mais ça a perduré pendant assez longtemps. Bien après qu'on ait changé de position, puisque nous, comme je disais, il y avait un travail qui était fait en interne avec des psychologues qui sont toujours là pour certains. En tout cas, la commission existe toujours et ils sont toujours très actifs. Ce sont nos psychologues qui nous ont fait changer d'avis, qui nous ont dit vous allez de travers, ça ne va pas du tout, il faut qu'on change de position. Et ça a été fait à la fin des années 70 à peu près, début des années 80. Mais effectivement, depuis là, on recommande, chaque fois qu'on discute de ça avec les patients, on recommande
il y a même de l'information régulière sur la nécessité d'essayer effectivement d'expliquer les choses le plus tôt possible. Mais moyennant quoi, je pense qu'il y a encore beaucoup de secrets. On arrive au bout du temps, on prend encore une... Alors on a cette question qui s'est affichée là. Quelle est la légitimité d'une décision qui s'adresse à tous et pas à chacun? Ça fait très sujet... Alors c'est pas moi qui l'ai envoyé, hein, même si ça fait très sujet de philo. C'est pas moi. Mais je pense que c'est très intéressant d'un point de vue juridique, puisqu'en fait, je le traduis juridiquement, au nom de quelle valeur sociale, au nom de quelle raison communautaire, enfin sociale, on va donc sacrifier un droit subjectif individuel. Eh bien, je vous donne un exemple très clair. Conseil d'État, dignité humaine. Donc il y avait un nain qui gagnait sa vie dans un spectacle de lancer des nains. Cet homme gagnait sa vie comme ça, et donc on a dit, c'est pas digne pour vous de gagner votre vie comme ça, donc allez au chômage, voilà. Il a dit non, mais moi je veux absolument faire ça. Il s'est battu pour continuer. Bien, le Conseil d'État a dit non, c'est pas bien pour vous, c'est contraire à votre dignité. Là, c'est l'expertise, vous voyez, de la dignité humaine qui vient de loin. J'explique à mes étudiants qu'il fallait lire déjà la somme théologique, parce que Thomas d'Aquin avait donné l'explication. Quand on lui pose la question pourquoi on ne peut pas se suicider, Thomas d'Aquin dit si je ne fais pas tort à personne, pourquoi je ne peux pas me suicider? Et donc Thomas d'Aquin dit eh bien parce que vous n'êtes pas propriétaire de votre corps, vous êtes propriétaire de votre vie, c'est Dieu qui l'est. Et donc en fait on est en quelque sorte de usufruitier et pas des nus propriétaires qui revient à Dieu. Donc là, vous voyez encore une fois la place, à l'occurrence des juges de la Cour de cassation, qui au nom de la dignité donc de cet nain, va décider contre lui-même ce qui est bien pour lui, et donc ne pas lui laisser faire ce travail-là. Vous voyez comment on sacrifie, à mon avis, là, sur l'autel de la dignité humaine, un droit subjectif individuel. Voilà, à cette question, une question très simple, moi qui monopolise, j'étais à Rennes il y a quelques jours pour participer à un colloque sur la vaccination. On voit très très bien qu'actuellement, une décision collective qui nous protège en tant que citoyens d'un pays voit des oppositions individuelles au nom de la liberté individuelle de ne pas être vacciné. On le voit d'ailleurs dans le programme italien populiste de dire maintenant la vaccination, elle doit être le consentement d'une personne chacune, alors que la vaccination par essence collective, je sais pas, contre la grippe, contre la poliomyélite, fait partie des décisions collectives d'une solidarité d'une société. Et on voit très bien comment un certain populisme se saisit de cette question des libertés individuelles pour s'opposer à une solidarité de fait. Et donc je crois que c'est une question éthique extrêmement intéressante que vous avez posée là dans ce tweet ou dans cette SMS. Merci. Alors on prend une dernière question, madame, depuis tout à l'heure en plus. Je voulais juste faire un petit... Moi je suis infirmière et je travaille en soins de suite et réadaptation. Et justement, quand vous parliez de la méconnaissance de la loi Léoné-Ticlès, quand on demande aux gens de savoir s'ils ont fait des directives anticipées, alors des fois ils nous disent bah oui j'ai tout prévu pour après, j'ai une assurance qui va prévoir mes obsèques et tout ça, tout est prévu. Et alors je dis mais oui, mais ça m'intéresse pas. Et ce que je me dis, c'est que la publicité, en fait, on n'ose pas parler de la mort, on n'ose pas parler de la fin de vie, et pourtant, il y a bien des gens qui nous parlent de publicité, qui parlent de la mort et de tout ce qu'il faut faire, des obsèques. Et là, je trouve qu'en fait, on a vraiment besoin de faire connaître cette loi. Moi, j'avais demandé que sur la carte vitale, il est marqué DA, c'est-à-dire directive anticipée présente, et qu'à ce moment-là, avec l'entourage, on saura où elles sont. Et là, le ministère de la Santé a dit non, pas question. Donc, au fond, au plus simple, on voit très très bien comment un État a très peur, au fond, de l'autonomie des citoyens. C'est très étrange. Il y a une bagarre en haut? Ah, pardon. Ah, celle que vous aviez posée sur la possibilité, on n'a pas eu le temps de l'afficher ce matin. J'ai failli dire à Cécile de l'envoyer. Vous avez votre réponse? La réponse de M. Sigard vous convient? Non, justement. Ah, donc, bon, par contre, désolé. On a des propositions différentes maintenant, avec le dossier médical partagé, informatisé. C'est là-dessus que je voulais demander, puisqu'il va y avoir un dossier médical
partagée, informatisée, qui aura pour chaque être humain, en France tout au moins, avec notre régime. Vous parliez tout à l'heure, pardon, vous parliez tout à l'heure de la carte vitale. Là, ça n'est pas la carte vitale parce que tout le monde ne peut pas la lire. Voilà. Donc, dès l'instant où on aura la possibilité d'enregistrer nos directives de soins anticipés et éventuellement même le fait d'un volontariat pour le don d'organes, etc., est-ce que dans le dossier médical partagé, il aura une valeur légale? Parce qu'à chaque fois, on nous dit que... Alors, deux réponses. Je suis 1000 fois d'accord avec vous pour que le dossier médical partagé soit titulaire de cette notion sur les directives anticipées. Le problème, c'est que ça fait 12 ans que le dossier médical partagé, il est dans les limbes, dans le purgatoire. Alors, est-ce qu'il va aller vers l'enfer ou le paradis? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'on parle de 2019, mais en tout cas, je ne l'ai pas vu concrètement. Et comme il va être expérimenté, il sera... moi, je pensais que les 65 millions de Français auraient le droit de pouvoir exprimer, et que tant qu'il n'était pas là, la carte vitale pouvait servir de message. Quant au deuxième, j'avais été demandeur que la notion de don d'organes soit marquée sur la carte vitale ou sur le dossier médical partagé, et je me suis heurté au refus absolu du gouvernement, en particulier du ministère de la Santé ancien, qui a dit il n'en est pas question, il faut séparer les directives anticipées. Moi, je pensais qu'il était tout à fait légitime que chaque citoyen exprime dans ce domaine. Et je suis 1000 fois d'accord avec vous. Alors, il n'y a pas de débat. Je me permets de vous couper, on va devoir arrêter les chronos pour cette table ronde, surtout qu'on s'éloigne quand même du sujet. Bon, pour conclure, en deux mots, moi je retiens surtout la distinction qui est d'une part la distinction qu'a faite Daniel Borrellet entre cette expertise d'accompagnement qui vient éclairer un processus décisionnel et cette expertise de prescription qui a tendance à court-circuiter le débat. Je retiens aussi cette expertise de questionnement sur le plan éthique qu'a mis en avant le professeur Sicard. Et je vous laisse juste avec une interrogation quand même. On a beaucoup insisté sur l'importance d'arriver à avoir cette complémentarité des points de vue entre ces savoirs profanes et puis ces visions expertes sur une même question. On voit aussi des fois que dans les faits, il y a quand même des désaccords qui persistent. On parle de bioéthique, on peut aussi parler des questions climatiques, par exemple. Il y a les experts sur les questions climatiques qui agitent le drapeau rouge depuis longtemps. Les décisions politiques ou les choix citoyens ne sont pas forcément en adéquation. Et on court toujours le risque dans ces situations. Soit on va plutôt du côté citoyen ou politique et on dit mais ces décisions sont absurdes, on n'a pas écouté les experts. Soit on écoute les experts et on dit c'est un déni de démocratie. Donc il y a des situations quand même, et on les retrouve aussi sur le plan bioéthique, où il y a ces désaccords qui persistent. La question après c'est comment on hiérarchise, qui on écoute. Elle reste ouverte, je pense qu'on va cheminer chacun avec ce qu'on a pu entendre aujourd'hui, mais on repartira sans doute avec un peu plus de doute que de certitude là-dessus. En tout cas, j'espère que ce sera votre cas. Je remercie encore une fois nos trois intervenants pour leur intervention et puis leur éclairage là-dessus. Je pense qu'on peut à nouveau les applaudir.